Alors, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue, bienvenue à tous. Et donc, nous sommes ici pour la seconde édition de notre nouveau rendez-vous mensuel qui a pour objectif de valoriser une recherche qui a été financée par l'IERDJ et qui a également pour objectif de faire dialoguer les chercheurs et les praticiens. Donc, nous avons inauguré ce nouveau format avec le 8 novembre dernier une présentation sur la gestion des ressources humaines des magistrats, une GRH en miettes, et le rôle des chefs de juridiction, puisque nous mettons l'accent sur un point particulier de la recherche qui est présenté. Et nous sommes transportés aujourd'hui dans un univers complètement différent, évidemment, puisque nous allons discuter ensemble de la question du transhumanisme et de ce que le transhumanisme fait au droit. Donc nous recevons aujourd'hui les deux chercheuses qui ont travaillé sur le sujet, Amandine Cayol et Émilie Gaillard, qui ont publié une recherche intitulée Transhumanisme et droit, avec un S pour les deux d'ailleurs, transhumanisme et droit. Vous avez mené cette recherche entre 2019 et 2022. Nous allons évidemment entrer dans les détails de la question, mais il m'a semblé qu'il était important de dire d'ores et déjà que cette recherche présente deux caractéristiques tout à fait intéressantes. D'abord, elle est le fruit d'une collaboration transdisciplinaire composée de juristes, de sociologues, de philosophes, et qu'elle s'inscrit dans une transversalité juridique également, avec du droit public, du droit privé, du droit interne, du droit international, et puis que par ailleurs, c'est une recherche de terrain, on va y revenir, avec toute une partie de la recherche qui est centrée sur ce qu'est le transhumanisme très concrètement, et une rencontre avec des personnes engagées dans le transhumanisme. Alors, je vais vous présenter les unes et les autres, puisque nous avons également la chance d'avoir Pierre Delmas-Goyon, qui est le praticien contrepoint de notre débat aujourd'hui. Amandine Cayol, vous êtes maîtresse de conférences en droit privé à l'université Caen Normandie. Vous êtes spécialisée en droit de la responsabilité civile, des assurances, en droit des biens et bioéthique. Vous avez notamment axé vos recherches autour de la question du statut juridique du corps humain, et vous vous intéressez à ce titre au contrat portant sur le corps, au statut juridique de l'être humain avant la naissance et après la mort, et à la question d'une possible reconnaissance d'un droit de propriété de la personne sur son propre corps. Vous avez organisé à Caen en 2016 un colloque sur le corps humain saisi par le droit entre liberté et propriété. Vous tenez une chronique trimestrielle éthique et droit du vivant, et vous êtes membre de l'atelier sur l'homme en transformation. Vous pourrez nous dire d'ailleurs ce que c'est, je trouve ça très intéressant. Émilie Gaillard, vous êtes maîtresse de conférences pour votre part HDR en droit privé à Sciences Po Rennes, et vous êtes à l'origine de la création d'un master, du premier master Génération future et transition juridique. Vous êtes également, et vous nous en direz certainement un mot, coordinatrice générale de la chaire de paix de Normandie, consacrée à la paix avec la Terre, en partenariat avec le CNRS, la région Normandie notamment. Et vos recherches portent sur le droit des générations futures. Depuis notamment la publication de votre thèse sur le sujet, vous avez écrit 2 ouvrages sur cette thématique. Et vous êtes par ailleurs la co-auteure de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous la direction de Corinne Lepage pour le président de la République française. Déclaration au sein de laquelle on retrouve ces problématiques et notamment celles des générations futures. Pierre Delmas-Goyon, vous êtes magistrat. Durant plus de 20 ans, vous avez présidé des juridictions. Vous avez également été premier président de la Cour d'appel. Vous êtes conseiller honoraire. Vous avez exercé à la Cour de cassation durant plusieurs années, à la première chambre civile. Et vous avez réfléchi à la justice tout au long de vos fonctions. Et vous avez notamment, à la demande de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, en décembre 2013, publié un rapport sur le juge du XXIe siècle dans le cadre de la loi éponyme. Vous avez présidé le Fonds de garantie des victimes de 2015 à 2021. Vous avez été secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Vous avez été membre du bureau également de cet institut. Vous êtes membre du conseil scientifique de cet institut aujourd'hui. Et surtout, vous êtes, et c'est à ce titre qu'on vous a invité également, et tout particulièrement, membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et ce, depuis septembre 2016. Donc nous allons vous faire dialoguer en quelque sorte,
et commencer par présenter l'une et l'autre, hein, c'est ce que je vous demanderai maintenant, présenter votre recherche. Vous avez une problématique générale de recherche qui est la suivante. En quoi l'idéologie transhumaniste remet-elle en question les fondements ontologiques des grandes notions du droit français? Donc à ce titre, vous en avez décliné plusieurs, mais aujourd'hui, ensemble, nous allons insister sur deux d'entre elles. La première est la notion de personne, et la seconde est la notion de droits fondamentaux. Donc je vous laisse la parole peut-être pour nous dire à quel moment et pourquoi vous décidez de vous engager dans une recherche sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole en premier. Peut-être que tu. Merci pour votre invitation. Merci pour votre présence et merci de nous avoir accordé ce cofinancement pour cette recherche collective. Donc, nous dédions particulièrement cette présentation aussi aux différents membres de notre équipe qui sont mentionnés en tout début de rapport. Ce sont à la fois des collègues sociologues, philosophes de Caen, des spécialistes et des non-spécialistes du transhumanisme. Et puis donc la généalogie. C'est cela dont on doit parler. Comment on en est venu à s'interroger sur ce sujet-là? Donc, en tant que directrice du pôle RISC, qui est un pôle pluridisciplinaire à la Maison de la Recherche en sciences humaines à Caen, nous avions déjà tenu plusieurs séminaires de recherche sur ce thème sous la direction de Frédéric Lemarchand et également à Montréal lors d'un grand congrès international sur la convergence NBIC. Et donc, c'était un sujet que j'avais appréhendé de manière théorique et en 2016, en marge du Haut Forum de haut niveau sur le développement durable, sur les ODD, les objectifs du développement durable, j'étais assez surprise de voir à l'agenda, un dimanche, à l'Assemblée générale des Nations unies, un événement spécial appelé le Novus Summit. Et je me suis présentée, assez contente d'aller dans cette arène du droit international. Et ça a été un défilé de dialogues et de projets plutôt technophiles, avec des discours clairement transhumanistes. De type, nous sommes une grande espèce parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de modifier notre espèce humaine. Et en fait, ils étaient très contents d'avoir un alignement d'étoiles pour pouvoir entrer dans une nouvelle ère capitaliste et modifier l'espèce humaine en conscience pour la faire évoluer. Et ça démultipliait les problématiques. Par exemple, on faisait venir sur scène, donc Ray Kurzweil était là, c'est un des cofondateurs de l'Université de la Singularité, et il y avait un robot avec une personne qui parlait. Donc ça posait la question, qu'est-ce qu'être au monde, être là, se déplacer dans un autre pays, etc. Donc il y avait toutes les disciplines qui étaient conviées à travers la lunette des transhumanistes. Et donc je me suis dit, mais en fait, ça devient une réalité probante dans le domaine de la recherche. Et je retrouve à nouveau ce thème évoqué à Nairobi, également à l'ONU, à travers le thème de la géo-ingénierie. Et à l'occasion d'une discussion privée, une personne disait, mais on ne pourra pas faire face au XXIe siècle sans modifier notre condition humaine pour faire face au changement climatique, donc transhumanisme, ni sans la géo-ingénierie. Donc je me suis dit, mais ce sont vraiment des questions de notre temps. Et donc j'ai sollicité ma collègue Amandine, avec qui nous formons un binôme complémentaire, et je suis très heureuse, je la remercie beaucoup pour sa confiance, parce que c'était un pas de côté, mais maintenant on le mène ensemble, cette recherche. Peut-être que tu veux réagir, comment on a mis en place l'équipe? Oui, alors effectivement, c'était une thématique très originale qui m'a un peu surpris au début quand Émilie me l'a proposée, puisque c'était effectivement son initiative, mais qui m'a tout de suite parlé, notamment effectivement avec mes travaux en droit des biens sur la question de la propriété du corps, qui m'a semblé être quand même éminemment liée à ces questions transhumanistes, puisqu'une propriété du corps pourrait justement servir de fondement aux idées, aux revendications transhumanistes, me semble-t-il. Et puis mes recherches plus classiques en contrat, responsabilité, etc., effectivement, me semblaient possiblement impactées par ces idées transhumanistes. Et donc nous avons effectivement monté ensemble une équipe de recherche mêlant un certain nombre de mes collègues de la faculté de droit de Caen, donc des juristes, aussi bien en droit public qu'en droit privé, et puis Émilie, par ses contacts plus pluridisciplinaires que les miens à l'époque, en tout cas, a effectivement fait intégrer dans l'équipe des philosophes et des sociologues également. Et puis on avait Hermite que nous aimons beaucoup et que l'on salue, puisque c'est la grande pionnière sur tous ces thèmes. Donc c'était aussi plurigénérationnel, et avec Gabriel Dort aussi, qui a beaucoup donné. Oui, qui a beaucoup aidé pour mener justement le terrain auprès des militants transhumanistes. Donc Gabriel Dort, c'est un docteur maintenant en philosophie,
des techniques, qui justement a mené tout son travail de recherche de terrain auprès essentiellement de l'association Frontex Transhumaniste et aussi quand même de militants transhumanistes au Royaume-Uni, notamment en Espagne, enfin en toute l'Europe. Et donc c'est vrai que c'est grâce à lui, on le remercie, qui nous a ouvert les portes sur ce terrain. Voilà. On parle de la méthode avant la définition avant la méthode. Bon, alors pour la méthode, ce qu'on s'est dit, c'est que ce thème étant dans l'air du temps et on voyait une accélération à la fois de colloques, de rencontres, de publications, le pire et le meilleur, il nous a semblé qu'il était important de ne pas être déformé par des biais, que ce soit des biais aussi de nos propres valeurs ou des biais par rapport à d'autres lectures. Et on voulait faire du terrain, comme l'a dit Amandine. On a eu vraiment beaucoup de chance. C'est surtout Gabriel, donc on veut vraiment lui rendre honneur et le remercier ici, qui nous a ouvert toutes ces portes. Et on s'est dit, on va les rencontrer parce qu'on aimerait comprendre aussi leur imaginaire. Beaucoup de choses par rapport aux droits des générations futures commencent aux confins de l'imaginaire juridique. Et moi, c'est vraiment une problématique qui m'intéressait d'aller voir au niveau de l'imaginaire, de la sémantique, quelle est un peu leur culture. D'ailleurs, on leur a demandé un peu qu'est-ce qui était dans les films de science-fiction ou leur littérature, qu'est-ce qui les avait beaucoup inspirés pour comprendre en fait ces imaginaires. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de courants très différents. Gabriel nous l'avait prévenu. On a été très bien reçus par nos collègues, par les membres de l'AFT, qui sont plutôt mesurés, technoprogressistes, plutôt on peut dire entre guillemets de politique de gauche, mesurés. On a vu aussi des personnes qui étaient très engagées, notamment en Espagne, où là vraiment, même dans la façon de discuter, de présenter. Alors, c'était très content de nous recevoir, donc à nouveau, on les remercie de nous avoir reçus. Mais là, moi, j'ai perçu en tout cas un peu plus de radicalité et j'ai vraiment étudié sur le terrain avec nos collègues leur désir d'aller et de tendre vers l'immortalité. Donc, en fait, ce sont des sujets qui un peu nous bousculent en fait dans nos imaginaires, dans nos convictions. Et après, moi, ce que je disais toujours à Amandine quand on faisait notre problématique, c'est pas parce que c'est pas possible ou aujourd'hui c'est pas possible de le faire ou qu'on peut imaginer avoir un présupposé en se disant ça doit être un objet de recherche à mon avis. Et donc on est allé sur le terrain. Et en Angleterre, vraiment là, ce sont vraiment les personnes dans le Future of Humanity Institute à Oxford. L'institut n'est pas clairement dénommé, ni qualifié, ni présenté publiquement comme transhumaniste, mais les personnes clés, Anderson Berg et David Wood, sont clairement à l'origine de la déclaration transhumaniste et aussi des grands réseaux internationaux transhumanistes. Donc, on a fait cette recherche de terrain, on a été bien accueillis. Après, en toute objectivité, on a fait notre recherche et on a aussi mis en place, tu peux peut-être en parler, des séminaires à la MRSH. Oui, c'est ça. Donc après nous être entretenus directement avec les militants transhumanistes variés en Europe, avec des courants variés, on a effectivement aussi cherché à mettre en place donc, des séminaires 2 années de suite avec des personnalités variées qui travaillaient déjà, qui avaient déjà réfléchi sur la question du transhumanisme. Alors donc là, ça pouvait être des personnes du coup plus ou moins favorables ou défavorables justement à ces idées et venant d'origines très variées, donc anthropologues, donc c'était Daniela Serki qui a beaucoup travaillé sur ce thème, des philosophes, des sociologues, quelques juristes aussi, des personnes qui ont créé des think tanks sur le thème. Également des théologiens. On avait fait venir donc un théologien catholique et on s'est entretenu. Ensuite, après, on a aussi fait des entretiens, pas dans le cadre de ces séminaires, mais par la suite en privé dans le cadre de nos recherches, avec juste notre équipe de recherche. On a aussi, pour compléter justement le théologien catholique, on a interrogé un théologien protestant et un rabbin également, ce qui a permis d'un petit peu varier l'approche. Et donc c'est cet ouvrage, Regard croisé sur les transhumanismes. On vous a apporté les flyers, donc on a vraiment commencé là-dessus. Peut-être que tu peux définir maintenant les différentes ramifications du transhumanisme. Si tu veux. Donc effectivement, à l'issue de notre recherche, enfin même rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler d'un transhumanisme, d'où le S effectivement à transhumanisme également, mais qu'il est inévitable d'évoquer donc les transhumanismes. Donc d'abord, comme l'a dit Émilie, effectivement au sein même des militants, donc on a un transhumanisme qui est vraiment revendiqué par ces militants, mais qui sont dans des courants très variés. Alors pour schématiser très simplement, on a 3 courants qu'on pourrait évoquer, même si ça peut encore
être plus complexe en pratique. Donc il y a le courant bien sûr initialement qui est plutôt néolibéral et libertaire, avec l'idée qu'effectivement la volonté de s'augmenter relève de la liberté individuelle de chaque individu et ne doit pas normalement être soumis à une décision étatique, collective. Finalement, c'est chacun qui, par sa liberté, justement, doit décider de s'augmenter ou pas. Donc là, c'est le courant initial, donc plutôt aux États-Unis à l'origine. On a un courant, comme l'a dit Émilie, un peu plus social, donc qui se qualifie lui-même de techno-progressiste. Donc plus intéressés quand même par des questions d'égalité, donc notamment les membres de l'association française transhumaniste qui s'intitule justement Technoprog pour faire bien référence à ce technoprogressisme qui leur tient fortement à cœur. Et c'est vrai que c'est quand même un courant très différent, enfin qui n'est pas du tout effectivement libertaire au sens du courant plus américain. Et puis on a tout le courant singulariste avec notamment effectivement Ray Kurzweil, donc là qui parle effectivement de l'idée d'une évolution des technologies inéluctables, notamment de l'intelligence artificielle, qui amènerait un jour à l'avènement de cette fameuse singularité, qui serait en fait une rupture dans le continuum de l'évolution de l'humanité, avec donc le passage à autre chose que l'humain que nous connaissons aujourd'hui, que l'on peut qualifier en général dans la littérature de post-humain, mais on ne sait pas effectivement exactement ce que sera ce post-humain s'il advient un jour. Donc en fait, c'est modifier l'espèce humaine en recourant notamment à la convergence de NBIC, ce qu'on appelle les sciences nano, les sciences technologiques, les sciences cognitives et aussi l'informatique. Et donc à la page 18 de notre rapport, nous avons un schéma. On a rencontré à Londres l'auteur de ce schéma, qui est un auteur spécialiste et qui a montré vraiment la nébuleuse transhumaniste. Donc ça va du biohacking, plus complexe, de la que les seuls trois. Voilà, mais c'est dans ces grands courants, c'est important de donner les grands courants idéologiques. Et dans ces courants idéologiques, vous avez le biohacking, la modification, l'augmentation de son propre corps, l'intégration de puces dans le cerveau, les prothèses externes. Il y a bien évidemment un recours sans complexe à l'eugénisme à l'heure de la révolution. L'eugénisme libéral. Enfin, on pourra en reparler du coup avec le rapport ça fait tout à fait écho au dernier rapport rendu. Donc c'est effectivement un eugénisme libéral qui est promu et pas l'eugénisme tel qu'on a pu le connaître dans la Seconde Guerre mondiale notamment. Il y a la conquête de l'espace, il y a l'immortalité, il y a la cybernétique, il y a les cyborgs, il y a la cryogénisation. Donc c'est vraiment cette nébuleuse dont on va parler aujourd'hui. Vous voyez qu'elle est extrêmement riche et variée. Et donc, avant qu'on commence sur les deux thèmes, on voudrait quand même vous donner Attends, je vais quand même continuer juste sur le transhumanisme une seconde. Je t'interromps, Émilie. Donc juste pour compléter, donc vous le voyez, on a donc effectivement des courants militants très variés, mais au-delà de ces courants militants, on a tout de même aussi mis en exergue dans notre rapport et notre recherche le fait qu'il y avait d'autres types en plus de transhumanisme. Donc on l'a très rapidement évoqué, mais un transhumanisme plus académique, qui n'existe pour le coup pas ou quasiment pas en France, mais qui existe vraiment très fortement au Royaume-Uni, où on a effectivement, donc avec l'Oxford Institute, des universitaires tout à fait, des universitaires classiques si j'ose dire, reconnus, établis, qui écrivent donc dans des revues scientifiques des articles qui pourtant donc ont pour but de promouvoir effectivement les idées transhumanistes. Donc là c'est un transhumanisme qui est plus rentré finalement dans l'ordre des choses, voilà, mais qui a toujours pour idée de promouvoir ces idées. À côté de ce transhumanisme, à chaque fois quand même revendiqué, mais c'est des formes différentes, on a un transhumanisme du faire. Donc, tu l'as évoqué, où là, les choses se concrétisent davantage, puisque dans les militants transhumanistes, même s'ils cherchent à promouvoir les idées transhumanistes, ils ne réalisent pas forcément des modifications de leur corps, notamment dans les membres de l'AFT. On a beaucoup qui sont assez frileux en réalité sur leur propre corps. Et donc, il y a au contraire des personnes qui, elles, agissent. Donc, le transhumanisme du faire, avec notamment effectivement tout le body hacking. Donc, en général, les personnes revendiquent quand même, bien sûr, aussi en pratique des idées transhumanistes, mais les appliquent, vraiment les concrétisent.
Et puis surtout, ce qu'on n'a pas évoqué pour l'instant et qui était quand même une grosse partie aussi de notre recherche, on a cherché à mettre en lumière ce qu'on a appelé un transhumanisme silencieux, notamment en France, donc avec des réalisations qui, à notre sens, sont ou du moins se rapprochent des idées transhumanistes, notamment dans le domaine de la médecine, où on a interrogé de très nombreux médecins de différentes spécialités pour voir un peu quelles sont les évolutions de leur pratiques dans leur spécialité et aussi est-ce qu'ils ont conscience ou pas d'une possible évolution de la médecine, de la pure thérapeutique à de l'amélioration possiblement, avec un certain nombre de thèmes qu'on a, qui nous ont questionnés, hein, notamment le diagnostic prénatal généralisé, avec notamment, on le sait bien, la destruction 96% tout de même des embryons atteints de trisomie 21. Voilà, qu'en penser? Est-ce de l'eugénisme, certes libéral? Est-ce une forme de transhumanisme finalement? De même pour l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, on va au-delà de ce que la nature permet, hein, pour des raisons sociétales bien entendu, mais n'est-ce pas là aussi une certaine forme de transhumanisme? Voilà, on s'est quand même beaucoup interrogé sur ces questions et sur un glissement quand même, des petits pas, on a dit dans notre rapport, vers une acceptabilité sociale quand même de plus en plus grande, nous semble-t-il, finalement, des idées transhumanistes, ce qui, nous semble-t-il, est quand même assez clair aussi. Enfin, ça a d'ailleurs été évoqué par un certain nombre de collègues, notamment Jean-René Binet, qui faisait aussi partie de notre rapport, qui a écrit sur le sujet, sur l'évolution quand même des lois bioéthiques, qui sont de plus en plus permissives, et notamment la dernière réforme du 2 août 2021 a quand même franchi un certain nombre de pas. On en reparlera, j'imagine, avec tout ce qui est embryon transgénique, chimérique. Voilà, on a quand même des évolutions qui vont dans le sens de, oui, à mon sens, du transhumanisme, qui en réalité aujourd'hui, comme tu l'as dit, devient un vrai objet de recherche, même s'il peut faire encore sourire, et ne relève plus que de la science-fiction ou de fantasmes ou de personnes un peu illuminées. Voilà. D'ailleurs, les personnes qu'on a rencontrées n'étaient pas du tout illuminées. Hein, voilà. Ce sont des personnes qui, d'ailleurs, souvent ont fait des études assez longues, sont très cultivées et expliquent très bien leur façon de penser, même si elle n'est pas forcément la même que nous. Donc en fait, on a sondé les imaginaires, on a fait une recherche de terrain, on a vu les idées et les réalisations, et dans la deuxième année, on a vu ces glissements imperceptibles et on a mis en évidence 5 grandes notions qu'on a voulu confronter. Nous, on va vous en présenter 2. Donc Amandine, de suite après, va présenter sur la notion de personne. La deuxième notion qu'on ne développera pas aujourd'hui, c'est sur la notion de responsabilité. L'idée, c'était de vraiment accentuer sur une recherche collective, transdisciplinaire, et inscrit dans la transversalité juridique, donc de droit public, droit privé. Donc la responsabilité publique, la responsabilité civile, la responsabilité des robots, la responsabilité de la personne augmentée. La deuxième notion, c'est la notion de propriété. Oui, donc la propriété, donc effectivement, donc on l'a rapidement évoqué, donc la question d'une propriété du corps et aussi toute la question de la propriété intellectuelle qui se pose aujourd'hui, donc avec des œuvres ou des inventions créées par des intelligences artificielles. Voilà, est-ce que la propriété intellectuelle doit s'adapter pour prendre en compte ces questions? La notion de droits fondamentaux, je la développerai tout de suite après. Et enfin, le dernier chapitre, c'est la notion de souveraineté, où on se pose la question finalement de la responsabilité des États. Est-ce que les États ont garanti nos libertés fondamentales face aux GAFAM, au développement des GAFAM? La grande prise de pouvoir des géants du web qui pose question sur la souveraineté, la monnaie, la justice, les représentations diplomatiques. Donc c'est vraiment, cet ouvrage est actuellement sous presse, on en parlera tout à l'heure, mais le moment est venu, je pense, de te donner la parole sur la notion de personne. Alors, je vais d'abord passer la parole à notre praticien pour une réaction après cette introduction générale, hein, sur ce que fait au droit le transhumanisme. Je vous passe la parole, Pierre. Merci Sonia. Oui, que fait le droit là-dedans? Est-ce que d'abord il doit faire quelque chose? Parce qu'après tout, le droit n'a pas nécessairement, a priori, à s'intéresser aux transhumanistes. Les transhumanistes demandent que le droit leur fiche la paix. C'est-à-dire qu'ils disent « laissez-nous faire ce que nous avons à faire, on n'empêche personne de vivre sa vie, laissez-nous vivre la nôtre ». En somme, c'est ça. Ils n'attendent du droit que, au mieux, un accompagnement, au pire, qu'on le laisse tranquille. Et donc, pourquoi le droit devrait-il réagir a priori? Voilà. Il va réagir a priori si on décèle des risques. Ce n'est pas le droit qui décèle des risques. Alors, moi qui suis maintenant dans une sorte de dialogue schizophrénique entre le droit et l'éthique, je dirais que c'est l'éthique qui donne des repères parce qu'elle a trouvé des risques, et c'est au droit de fixer des limites. Alors, en logique, c'est comme ça que ça doit se passer dans beaucoup de domaines.
Alors, y a-t-il des risques? Oui, il y a des risques. D'ailleurs, dans votre rapport, vous le montrez très évidemment. Alors, le premier risque auquel on pense, évidemment, c'est celui d'un accroissement extraordinaire des inégalités. Si on imagine que certains deviennent extrêmement beaux, extrêmement intelligents, extrêmement forts, extrêmement immortels, extrêmement tout ce que vous voudrez, et que les autres mènent leur vie d'homo sapiens à peine évolué, bon, on va avoir en somme deux humanités, on va avoir ceux qui pourront s'offrir, si j'ose dire cela. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on aille vers le bonheur, parce que l'immortalité, comme dit l'adage bien connu, c'est très long, surtout vers la fin, et donc je ne suis pas certain que ça soit une garantie de bonheur absolu, mais toujours est-il que on a effectivement, il faudrait une acceptabilité. Cela dit, ça ne ferme pas totalement le débat, parce que on a vu dans nombre de cas de progrès, des progrès intervenir, et pas seulement évidemment dans ces domaines-là, et ces progrès finissent par profiter à tout le monde. Est-ce que cette phase de creusement des inégalités est temporaire ou définitive? Au regard du droit des générations futures, par exemple, ça n'est pas évident. En tout cas, je pense que les transhumanistes auraient des choses à dire là-dessus pour défendre leur point de vue. Il y a d'autres choses. Alors c'est vrai que moi, il y a une chose qui me préoccupe un peu, peut-être parce qu'au sein du comité d'éthique, on se pose beaucoup de questions sur ce que font nos nouvelles techniques à l'espèce humaine, justement, même en dehors du transhumanisme. On le voit aussi sur le plan climatique, etc. Et c'est vrai que nous savons que nous sommes soumis à la loi de l'évolution, à moins de refuser d'être créativiste. A priori, on est quand même assez porté à croire cela. Et c'est vrai que la loi de l'évolution, elle a un moteur dynamique fondamental, c'est la diversité. C'est de la diversité que l'on voit face à des situations, des espèces prendre le pas sur l'autre, des adaptations se faire. C'est ça sans arrêt qui gouverne la loi de l'évolution. Or, si on a un projet transhumaniste, j'ai tendance à penser qu'il va quand même vers une certaine uniformisation, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'on va avoir une uniformisation qui sera celle permise par les sciences. Il y a des choses qui seront possibles, d'autres pas. Et on a également un effet mode. C'est-à-dire que les gens voudront quelque chose parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils voudront. Vous expliquez d'ailleurs très bien dans votre rapport, et ça me paraît très important, que toute acquisition nouvelle se traduit par une spécialisation qui montre l'augmentation de quelque chose, mais aussi la perte d'autre chose. C'est-à-dire que cette spécialisation, mais comme toute spécialisation, elle suppose un choix, on s'engage dans une voie, on perd de vue le général, si vous voulez. Et ça, c'est peut-être le moteur de l'évolution de l'espèce humaine. Il y a là peut-être un danger à jouer les apprentis sorciers, où va-t-on, quoi. Enfin, c'est vraiment un problème important. Alors, je dirais qu'il y a aussi probablement d'autres difficultés qu'on peut voir. C'est sur le plan politique, c'est-à-dire c'est quand même sur le plan de la démocratie politique, c'est-à-dire qu'elle suppose quand même qu'on s'engage, elle suppose un monde commun. Qu'est-ce qu'un monde de gens tournés dans une recherche totale de perfection, totalement hédonique, individuelle? Où est le monde commun au sens d'Hannah Arendt? Où va-t-on le trouver? Comment forme-t-on une communauté de vie, de destin, un monde commun, tout simplement? Ce sont quand même des risques importants. Alors s'il y a des risques, il faudrait que le droit fixe les limites. Lesquelles? Comment? Où? Alors le droit est particulièrement, à mon avis, mis en échec, enfin en échec, non, le mot est peut-être fort, mais enfin en tout cas il est mis en difficulté, je crois vraiment, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons affaire à des notions qui ne sont pas des notions fixes. Le droit d'habitude, Amandine, vous êtes spécialiste de la responsabilité, quand on travaille sur la responsabilité, on aime bien caractériser des faits, on les caractérise, on les analyse, on les creuse et on voit vraiment quelles conséquences juridiques on va en tirer. Et après, on différencie cela, c'est-à-dire que c'est très subtil. Dans tel cas, on va avoir telle conséquence, dans tel autre, etc. Et là, vous nous offrez quoi, si j'ose dire? Une notion d'espèce humaine en voie d'évolution permanente et qui ne veut se laisser circonscrire par rien. Alors le droit, il analyse quoi? Il circonscrit quoi? Il fixe des limites comment? C'est-à-dire que pour lui, c'est très gênant. Et on s'aperçoit de ces choses assez fréquemment. Le droit est un peu gêné. J'anticipe un peu sur ce qu'on va dire sur la notion de personne tout à l'heure, mais je le prends comme exemple pour l'instant. On voit apparaître des controverses sur la notion de genre. C'est une certaine fluidité, si vous voulez, de la notion de personne. Le droit est mal à l'aise face à ça. Pour l'instant, il ne sait pas très bien comment réagir, il ne sait pas très bien faire. Il y a un deuxième problème qui met le droit en difficulté, c'est le décalage temporel. Alors, je ne dirais pas spatio-temporel, parce qu'on va partir dans la science-fiction, ça fait très transhumanisme, mais on est en train de raisonner entre des choses qui se passent maintenant
et ce que ça pourrait donner dans un avenir hypothétique et très lointain. Le droit aime bien raisonner dans un espace, dans une échelle-temps donnée. Ce décalage le met en difficulté parce que on retrouve un peu la même chose que ce que l'on a en matière d'environnement dans le débat entre fin du mois et fin du monde. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même difficulté. Alors qu'est-ce qu'il fait le droit? Il n'en sait rien. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, on s'aperçoit qu'une chose intervient, une découverte intervient, quelque chose devient possible. Ah, ce quelque chose doit-il être accepté? Il y a une controverse. Alors le droit hésite, il est là. Il sent bien qu'il y a peut-être des choses qui dérangent. On va fixer des limites. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ces limites sont-elles très durables? Sont-elles évolutives? Vous avez évoqué ces lois de bioéthique. Alors nous, on connaît bien au comité d'éthique les lois de bioéthique. On a été chargé d'organiser les révisions des lois de bioéthique, états généraux. Enfin, on a fait des centaines. Ça a été quelque chose de très 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 important comme masse de travail. Moi, la première chose qui m'étonne, c'est pas ça. C'est ce que fait le législateur. Le législateur prend une loi et il dit on va la réviser tous les 5 ans. C'est extraordinaire. Enfin, a priori, vous auriez dit ça aux tenants du droit naturel au moment de la Révolution française, la loi et l'expression et vous auriez dit avant, c'est invraisemblable. Ça montre bien aussi que nos limites ne sont pas des limites que nous estimions durables, enfin en tout cas intangibles. On voit bien qu'à chaque fois, il y a un problème de demande sociétale, d'acceptabilité sociale, et on voit bien comment on se trouve sans arrêt dans un ajustement à faire en fonction de l'état des techniques et de la société. Et on va réagir à ce qui apparaît dangereux à un moment donné, et non pas à ce qui est dangereux une fois pour toutes, à ce qu'on peut caractériser comme étant dangereux. Le droit est donc, à mon avis, mis en difficulté au sens où il est vraiment dans le plus petit commun dénominateur. Ce n'est pas un droit triomphant, c'est un droit très modeste, très 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 modeste. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est avec quoi nous avons du mal. Enfin, vous avez dit que de plus en plus les lois de bioéthique grignotent, admettent des choses qu'elles n'admettaient pas avant, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile. Prenons l'exemple d'une prothèse, n'importe laquelle, une valve cardiaque, n'importe quoi, pour quelqu'un qui a un problème cardiaque, qui va trouver qu'on vous met pourtant quelque chose. Est-ce que c'est le début du transhumanisme? Après, on va vous mettre un organe artificiel. Ah oui, mais enfin bon. Hein. Et puis après, on va vous mettre... on va connecter directement votre cerveau à un ordinateur. Oui, est-ce qu'on peut trouver une limite quelque part? Elle est où là? On dirait une barrière. Il faut une barrière parce qu'à un moment... oui, mais laquelle? Où? À quel endroit? Bon, voilà. Quoi, hein, c'est pas... Et puis, vous avez parlé de tout ce qui est embryon et tout ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Effectivement, entre les gamètes, les embryons, après les clones reproductifs. Enfin, on a une infinité de choses qui rendent les catégories très difficiles à définir et très évolutives. Voilà, cette évolution et ce décalage temporaire me paraissent créer des difficultés que je pense nous allons retrouver en analysant au travers des deux notions de personnes et de droits fondamentaux que nous allons, je pense, retrouver. Merci beaucoup Pierre. Donc effectivement, je vais vous laisser la parole Amandine. On va entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, en illustrant ce qu'on vient d'évoquer. Donc à la fois ce que fait le transhumanisme à la notion de personne, et puis on reviendra avec Pierre Delmas-Goyon sur ses difficultés concrètes et la façon dont le droit peut ou ne peut pas encadrer le phénomène. Alors effectivement, concernant la notion de personne, donc on s'est interrogé sur les deux aspects de personne, tout d'abord que connaît le droit français, puisque je vous rappelle qu'on a deux catégories de personnes, si j'ose dire, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'une part, ce qu'on appelle la personne juridique, qui s'oppose à la chose juridique, donc la personne sujet de droit et d'obligation, qui est donc acteur sur la scène juridique, qui a un patrimoine, conclut des contrats, est en justice, etc. Et puis qui s'oppose donc à la chose juridique, qui elle n'est qu'un objet de droit. Et l'autre personne que connaît le droit français, c'est la personne humaine qui, elle, relève de la réalité, c'est l'être de chair et de sang, qui est pris en compte notamment dans le Code civil depuis 1994, avec les premières lois bioéthiques justement, qui ont cherché à protéger cette personne humaine. Cette personne humaine, elle, essentiellement, elle est protégée par le principe de dignité de la personne humaine, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse bien à la personne humaine et non pas à la personne juridique.
qu'il importe bien déjà de distinguer ces deux notions, puisque on a des éléments qui sont des choses juridiques, mais qui sont quand même des personnes humaines et donc protégées par le principe de dignité. Donc par exemple, l'embryon, en tout cas in utero, est une chose juridique, bien entendu, puisqu'on est avant la naissance, mais c'est pour autant une personne humaine protégée par le principe de dignité, ce qui fait que sa destruction n'est pas libre, etc. Et de même pour le cadavre, qui après la mort, donc n'est bien sûr qu'une chose juridique, mais qui là encore relève quand même de la personne humaine avec une certaine forme de protection sur le fondement de la dignité. Donc nous, il y a les deux aspects qui nous ont intéressés, aussi bien donc la remise en cause, l'influence, l'impact, voilà, des idées et réalisations transhumanistes sur la personne juridique et sur la personne humaine. Et on s'est intéressé, on a essayé en tout cas de s'intéresser aux différents aspects du transhumanisme, puisque le transhumanisme, on ne l'a pas dit pour l'instant, peut prendre en pratique deux grandes formes, soit un transhumanisme plutôt biologique, hein, donc où on va utiliser les avancées de la médecine et de la biologie, avec donc notamment tout ce qui est génomique, donc on va essayer de modifier le génome, et aussi, pourquoi pas, même si nous en France bien sûr on ne le pratique pas, tout ce qui relève de la cryogénisation. Et puis, on a le transhumanisme plus technologique, avec l'idée d'une convergence homme-machine. Donc là, on pourrait atteindre le cyborg, voilà, de manière, si on va jusqu'à terme, avec un homme qui est machinisé, donc avec des prothèses, des implants, etc., en allant pourquoi pas jusqu'à un cyborg, des connexions cerveau-machine, ou également se passer du corps complètement avec le mind uploading, où l'esprit humain est donc transféré sur un support informatique durable, ce qui permet effectivement d'atteindre une certaine forme d'immortalité, même s'il n'y a plus de corps physique, mais justement c'est ce corps physique qui nous amène à des limites biologiques, donc autant s'en passer peut-être pour pouvoir atteindre l'immortalité. Et puis on a aussi de l'autre côté une humanisation des robots avec l'avènement peut-être prochain, on nous l'annonce, d'IA forte, totalement autonome, capable de prendre des décisions de manière voilà, autonome, seule, sans véritable contrôle humain. Enfin, on ne saurait plus vraiment, ils seraient plus sous la maîtrise totale de leur créateur. Voilà, donc ces différents aspects questionnent du coup les notions aussi bien de personnes juridiques que de personnes humaines. Donc si on reprend d'abord le transhumanisme technologique, donc on a les deux branches qui nous ont intéressés, l'humanisation des robots, qui entraîne inévitablement la question de l'octroi de la personnalité juridique aux robots, enfin en tout cas aux intelligences artificielles fortes, où vous le savez, on avait eu une résolution du Parlement européen quand même en 2017 qui envisageait cette solution, elle fait grand bruit à l'époque, qui a été abandonnée désormais, cette idée, mais on a quand même encore, même en France, un certain nombre d'auteurs qui sont favorables à cette idée d'une troisième catégorie de personnes, puisqu'on a actuellement les personnes physiques, les personnes morales, et on aurait peut-être une personne technologique, numérique. Voilà. Donc ce qui nous a plutôt semblé être une piste à abandonner, ça nous a plutôt semblé inutile, les régimes de responsabilité actuels pouvant être adaptés et suffire. Et également parce que l'idée serait d'octroyer un patrimoine, bien sûr, à ces robots, on va dire, pour qu'ils puissent indemniser leurs possibles victimes. Or, ce patrimoine devrait bien, à l'origine, être alimenté quand même par une personne physique ou une personne morale, enfin, donc une personne juridique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, finalement, ça semble un détour pas nécessairement utile. Ça nous a semblé également dangereux, avec des risques de déresponsabilisation du producteur et de l'utilisateur, et aussi des risques de remise en cause de la personnalité juridique pour tous les êtres humains tels qu'on la connaît aujourd'hui, puisque quel serait le critère? Souvent, ce qui est avancé, c'est l'intelligence de ces intelligences artificielles, leur capacité de prendre des décisions de manière autonome. Or, on le sait, tous les êtres humains n'ont pas forcément cette capacité-là et ont pourtant, bien sûr, aujourd'hui tous la personnalité juridique. Est-ce que cela ne reviendrait pas à remettre en cause la personnalité juridique de certains êtres humains qui, effectivement, ne sont pas forcément doués d'une intelligence suffisante, d'une autonomie suffisante dans leur prise de décision? Donc, c'est ce qui semblerait quand même extrêmement dangereux. Concernant la robotisation de l'homme, là, on s'est surtout intéressé donc du coup à la qualification, à la conception du corps pour les transhumanistes, puisqu'on voit que le corps est vraiment vu comme ce qui effectivement nous limite. Notre finitude, c'est notre corps. Et on cherche donc soit à le réparer ou à l'augmenter indéfiniment, soit à s'en passer complètement, on l'a dit, avec le mind uploading. Et donc, il nous a semblé que ce corps est finalement vu comme une sorte de machine perfectible
indéfectible, voire même comme une machine dont il faudrait se passer, dans le pire des cas, dans le cas extrême, on va dire. Et donc, on a très clairement un corps réifié, c'est une chose, le corps, vraiment dans l'esprit des transhumanistes, ce qui est complètement contraire à une approche phénoménologique où, au contraire, le corps et l'esprit sont un tout inséparable. Et on le sait, nous, en droit français, en tout cas traditionnellement, le corps est justement conçu comme le support indéfectible de la personne, comme le substratum de la personne, si on reprend les termes du doyen Carbonnier. Et donc, le corps est traité comme la personne. Le corps, c'est la personne. Pour un juriste français, on dit « je suis mon corps » et non pas « j'ai un corps ». Un transhumaniste, c'est plutôt j'ai un corps dont je peux du coup disposer finalement comme un propriétaire. Donc ça nous a amené à envisager la qualité de choses juridiques à terme si on suivait les idées transhumanistes et donc bien sûr du fait de l'altérité qui pourrait exister désormais entre la personne et son propre corps, la possibilité d'un lien de droit, ce lien de droit pouvant être pourquoi pas un droit de propriété, ce qui nous amène du coup à une autre notion, la propriété. Donc vous le voyez bien sûr, les notions sont toutes liées. Si on s'intéresse à la personnalité des robots, c'est par rapport à leur responsabilité. Donc on a des tas de développements dans le chapitre responsabilité. Si on se dit que le corps est une chose, ça nous amène inévitablement à nous poser la question de la propriété. Voilà, donc les thèmes sont forcément tous liés les uns avec les autres. Concernant le transhumanisme biologique, pour terminer, là, on a donc bien sûr la question de la cryogénisation dont on a rapidement parlé parce qu'elle n'est pas possible en France, mais quand même, elle fait vraiment partie des idées d'un certain nombre de transhumanistes. Donc, il pose là aussi des questions sur la notion de personne. Quel est le statut du corps cryogénisé? Donc là, sans doute une chose juridique, mais surtout, quel est le statut du corps une fois réveillé? Puisque bien sûr, ça n'est pas possible pour l'instant, mais l'idée, c'est que ça le soit un jour. C'est bien pour ça que des personnes se font cryogéniser, c'est pour un jour être réveillées. Et donc, qu'adviendrait-il de ces corps réveillés? Il semblerait inévitable de considérer que ce sont de nouveau des personnes juridiques puisqu'elles accèdent à une renaissance, mais ce qui va poser là pour le coup un certain nombre de questions éthiques ou en termes de droits fondamentaux puisqu'on va avoir des ruptures générationnelles avec des générations qui vont vivre ensemble alors qu'elles n'étaient pas censées se croiser. On va du coup pouvoir vivre en même temps que ses descendants avec un certain nombre de questions éthiques, voire plus du droit de la famille pour le coup, quid des interdictions de mariage, inceste, etc. Enfin, ça pose quand même ça poserait des questions infinies. Et enfin, donc la modification du génome, qui là aussi pose un certain nombre de questions avec la création d'embryons transgéniques, d'embryons chimériques, qui pourraient à terme, ce n'est pas le cas actuellement, mais naître, avec donc des personnes qui seraient génétiquement modifiées, avec donc des gènes exclusivement humains ou même animaux mélangés. Donc transgénique, là aussi, ça amène plutôt sur les droits fondamentaux. Émilie en parlera, je pense, avec toute la question de la prédétermination d'un être humain par un autre, ce qui semble quand même contraire à notre fameux principe de dignité. Et chimérique, où là, bien entendu, ça nous questionne de nouveau sur la distinction homme-animal, qui normalement est quand même, nous, en droit, ensuite, source de qualification, puisque les êtres humains sont tous des personnes juridiques. Les animaux, à l'heure actuelle, en tout cas, malgré un certain nombre de revendications, n'en sont pas. Les animaux, ce sont des choses juridiques. Quid d'une chimère? Est-ce une personne? Est-ce une chose? Il faudra peut-être un jour s'interroger également sur la question. Voilà, j'en ai terminé, j'ai déjà été longue sur la personne. Merci beaucoup, effectivement, c'est passionnant et ça donne un peu le vertige. Pierre, je vous laisse réagir sur cette mise en cause de la notion de personne qui est éminemment perturbante. Vous avez dit la perturbation du droit. Et donc, au vu notamment du membre du Conseil consultatif national d'éthique que vous êtes, comment réagissez-vous? J'ai envie de commencer par réagir en évoquant HAL. Vous savez qui est HAL? C'est le robot de 2001, Odyssée de l'espace, qu'on voit agoniser dans ce film absolument merveilleux, qui d'ailleurs est assez prémonitoire, puisqu'il a plus de 50 ans, ce film. Mais le robot ayant voulu, pour ceux qui n'ont pas en tête les choses, prendre le pouvoir au sein du vaisseau spatial, à un moment donné, il faut le débrancher. Ce robot agonise en citant les uns après les autres ses lambeaux de savoir jusqu'au moment où il s'éteint complètement. Mais en réalité, ce qui est perturbant, me semble-t-il, en droit, le cœur du problème, c'est la remise en cause de la notion de personne, parce que, bon, Amandine l'a dit, tout notre droit est structuré sur la personne, les biens. Voilà, c'est le Code civil, vous regardez sa structure, il est comme ça. Alors, il n'y a pas que le transhumanisme, parce que on a bien vu au moment de la... il en a été beaucoup question l'année dernière,
la cause des animaux est chère à beaucoup, et donc l'animal est une chose. Oui, bien sûr, il est dans le commerce, on vend des chevaux, des chiens, etc. Il n'y a pas de problème, très bien. Oui, mais c'est un être sensible. Ah, nous y voilà. Alors voilà, c'est une chose, mais on voudrait quand même, dans la catégorie des choses, on voudrait faire des distinctions, et donc on voudrait reconnaître des êtres sensibles, c'est-à-dire des choses qui ont des droits au nom de ce qu'elles ressentent. Parce que les animaux ressentent. Une table ou une chaise ne sont pas censés ressentir grand-chose, tandis qu'un animal, oui. Donc voilà, on voit déjà cette distinction, tout à fait indépendamment du transhumanisme, affecte la notion de chose. Alors on voit maintenant aussi au nom de l'environnement, ah oui, mais il faudrait peut-être attribuer une personnalité juridique à des rivières, à des fleuves, à tout ce que l'on voudra, à des forêts, pour protéger l'humaine nature. Alors là, mais attention, ce n'est pas au nom de leur sensibilité, mais c'est parce que si elles ont des droits, certains pourront défendre leurs droits, et que par conséquent, on fera échec aux tentatives de ceux qui veulent finalement les détruire, ce qui nous met en danger, nous. Alors là, c'est encore un cheminement qui est complètement différent de celui que j'examinais tout à l'heure. En fait, c'est très utilitariste. Si on veut leur donner des droits, c'est pour que quelqu'un puisse les défendre, parce qu'autrement, des choses, c'est difficile à défendre. Enfin, en droit, on ne voit pas très très bien comment s'y prendre. Voilà, donc on a déjà des coins qui sont enfoncés dans cette notion, indépendamment même de la notion de transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est vrai que lui, il fait éclater littéralement l'unité, si j'ose dire, de la notion de personne humaine. C'est très compliqué. C'est vrai que vous en parlez évidemment dans votre ouvrage de ce fameux CRISPR-Cas9, ce qu'on a appelé les ciseaux génétiques, c'est-à-dire qu'on a trouvé un enzyme qui permet, dans le séquençage du génome, de couper certaines choses pour enlever. Alors, la première idée qui vient, c'est que si on analyse vos risques génétiques, vous avez plus de risques que telle autre personne de développer une maladie grave ou invalidante. Et donc, à ce moment-là, on va effectivement éradiquer cette chose. Ça, c'est de la médecine. C'est de la médecine génétique, mais ça ne pose pas, me semble-t-il, de gros problèmes éthiques ni de grosses interrogations. Oui, mais à partir de là, je peux chercher à agir sur la performance, sur un certain nombre de choses. Je peux chercher aussi à dire qu'après tout, vous les voulez comment, vos enfants? Vous savez que déjà, il y a parmi les donneurs de sperme, il y a en Europe du Nord des donneurs professionnels, si j'ose dire, qui affichent leur QI, leur physique avantageux, un certain nombre de choses, etc. Bref, c'est déjà beaucoup plus dérangeant. Mais ça existe. Pas en France, mais ça existe. C'est vrai aussi que si l'on regarde la manière dont les choses se vivent, on arrive à l'idée au départ qui est médicale. C'est vrai que la chimère, ça fait peur, etc. Mais c'est vrai aussi, je suis désolé, mais qu'un rein de porc, on n'a pas suffisamment de reins, de donneurs pour les reins. Le rein artificiel, c'est compliqué, puis c'est pas la même. Qui renoncerait à un rein de cette nature si on met en place une médication adaptée, si ça lui permet de... Qui dira qu'on s'engage sur la voie du transhumanisme ou on guérit quelqu'un? On retrouve cette fluidité des repères qui sans arrêt nous met en difficulté. C'est quelque chose de très dérangeant, cet élément-là. Et c'est vrai que moi j'ai vu notamment en matière de... On a beaucoup discuté dans le cadre de la révision des lois de bioéthique sur l'embryon. Alors c'est compliqué. L'embryon... Que nous en dit la Cour européenne? Elle nous en dit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dire, bon allez, c'est une personne. Oui, mais si vous dites, dès que vous avez la fécondation, l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde, c'est fini. On peut plus rien faire. Donc vous condamnez l'avortement, vous condamnez des tas de choses. Si vous dites, elle commence où la vie? On ne sait pas très bien. Elle commence... Dès ce stade, elle commence un peu plus tard avec les battements, avec le système nerveux central qui se met en place, avec les battements du cœur, avec la viabilité ou avec le projet parental. En réalité, la Cour européenne, elle laisse ça à la marge d'interprétation des États. C'est assez étonnant. Elle ne définit pas le début et la fin de la vie. Elle est incapable de définir le début et la fin de la vie. C'est un peu embêtant parce que si le droit pouvait définir le début et la fin de la vie, ça nous donnerait un repère stable. Mais on ne l'a pas. Voilà. Alors elle nous dit quand même. Alors nous, c'est une définition du Conseil d'État. On nous dit que l'embryon est une personne humaine en devenir.
Ah, on allait retrouver un petit peu le sensible de l'animal, c'est-à-dire qu'il faut lui trouver un statut à part. L'embryon, mais si, je veux dire, je vois Sarah qui hoche la tête, mais si, parce que ça veut dire qu'on ne va pas le traiter comme un objet, comme n'importe quoi. Non, ça, il mérite effectivement protection. Amandine parlait de la protection de l'embryon et du cadavre après le décès. Il y a là quelque chose qui transcende. Et à quoi il faut faire attention. Et donc, du fait que c'est une personne humaine en devenir, il y a une forme de respect qui doit intervenir et qui limite certaines pratiques. D'accord. Mais lesquelles? Pour fixer des limites, si je reviens à mon propos. Bien évanescente. Moi, je discute au sein du CCNE avec des spécialistes de la reproduction, etc. On arrive à des choses qui sont tout à fait invraisemblables. Enfin, on n'en est pas encore là, mais les cellules épithéliales, les cellules pluripotentes qui permettent d'être reprogrammées autrement pour devenir des cellules germinales, qui donc permettent... on arrive à des choses assez invraisemblables. Assez invraisemblables. C'est vrai que... Alors, la communauté scientifique, il y a 1 an et demi maintenant, avec ces petites, vous en parlez dans votre rapport, de ces petites chinoises qui ont été conçues de manière totalement clonique, je dirais, en contradiction complète avec ce qui pour l'instant de bonnes pratiques de la science. Ça a été condamné partout. Bien. Qu'en serait-il dans 10 ou 20 ans? Est-ce que nous sommes certains que... Voilà. Et si je raisonne en termes d'avenir, je sais que j'aimerais bien, moi, qu'on puisse me répondre. Je ne parle pas de j'ai mon corps ou je suis mon corps. Je veux bien admettre que je suis mon corps. Moi, personnellement, ça me plaît bien d'être... Mais justement, parce que je suis mon corps, j'y tiens. Et j'aimerais bien qu'il fonctionne correctement. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, on me dirait, t'inquiète pas, on va te prélever des cellules et puis on va te fabriquer un organe qui sera génétiquement le tien. Et comment on va te le mettre à la place de l'organe qui ne fonctionne pas? Il n'y aura pas de rejet, tout va aller parfaitement. Ah ben oui, je suis d'accord. Maintenant, si on me dit, oui bon, écoute, ça ne va pas forcément très bien marcher, on va faire mieux. On va fabriquer un autre toi-même, entier, qui va être ton clone génétique, qui va on pourra puiser allègrement si on veut, en fonction de tes besoins. Là, ça ne va pas du tout, parce qu'on fabrique une personne humaine, on ne peut pas la traiter comme objet. Là, je suis très à l'aise pour dire que non, le droit ne pourra pas. Oui, mais si on permet l'organe, c'est pas du tout la même chose, parce qu'un organe n'a pas de... Alors, je raisonne un peu très cartésien, très 17e. La conscience, l'âme, l'organe n'en a pas, alors que la personne... Je sais bien que c'est un peu daté. Mais d'un autre côté, c'est vrai quand même qu'un organe, c'est pas la même chose, bien sûr. Mais... ça. Alors, j'ai commencé par un film, je voudrais finir par un roman. Je vous signale qu'il y a un Boileau Narcejac qui est assez remarquable, qui s'appelle « Et mon tout est un homme ». L'histoire est assez simple. C'est un condamné à mort qui donc va être exécuté. Et on veut prélever toutes les parties de son corps, faire une sorte de don d'organes généralisé. Il est d'accord. Donc on procède comme ça. Et la fin du bouquin, tant pis, je vous le dévoile, je ne devrais pas, mais je vous le fais quand même, c'est dommage, parce que c'est un très bon livre. Eh bien en réalité, c'était lui qui avait monté ça, qui à la base avait monté ce scénario, parce que sa tête est greffée sur quelque chose, et c'est lui qui s'est approprié l'ensemble, et qui devient celui qui survit grâce à cela. Je veux dire, par rapport à ce dont nous parlons, je trouve que c'est dans l'inversion de ce qui se passe, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup Pierre. Alors on a dit que toutes les notions étaient reliées dans votre recherche. On va voir que c'est tout à fait le cas de celle des droits fondamentaux et notamment de l'axe droit des générations futures. Vous évoquiez Pierre dans votre introduction la notion du temps et du long terme et il me semble que, et plusieurs fois aussi dans vos propos, il me semble que cette question-là est au cœur de celle dont vous allez nous entretenir, Émilie Gaillard. Toujours 10 minutes ? Pour commencer sur ce chapitre sur les droits fondamentaux, je voudrais reprendre une citation qui m'a beaucoup guidée pendant mes travaux de recherche pour ma thèse, Hannah Arendt. Et c'est une mise en garde. Elle dit la chose suivante: il se pourrait qu'un jour, pauvres créatures terrestres, nous ne soyons plus capables de penser ce que nous sommes en train de faire. Et si un jour le savoir se détachait du pouvoir, nous pourrions être les pauvres marionnettes, voire esclaves, des machines aussi
mortelle et destructrice soit-elle. Alors je pense aux robots tueurs, je pense à beaucoup de choses. Et cette alerte d'Hannah Arendt, pour que savoir et pouvoir restent liés, est celle qui anime notre recherche avec Amandine et toute notre équipe. C'est-à-dire anticiper ce que nous sommes en train de faire, d'autant qu'il y a une privatisation de cette recherche qui est faite dans les laboratoires. Alors par rapport aux droits fondamentaux, la question elle m'est apparue assez rapidement, notamment dans ce Novus Summit, parce que ce qui m'a explosé aux yeux et qui s'est conforté lors de notre recherche de terrain, c'est que le point de départ, c'est exactement le même point de départ de ma recherche, mais nous développons un humanisme complètement différent. C'est-à-dire que le point de départ, ce sont les risques existentiels de l'humanité. Donc on parlait de la Déclaration universelle, c'est des droits et devoirs de l'humanité, c'est-à-dire qu'on a porté un projet pour le président français pour proclamer les droits des générations futures dans la continuité d'autres projets, notamment de l'UNESCO et du commandant Cousteau. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que les risques existentiels? Et j'ai identifié dans ma thèse les mêmes risques existentiels que les transhumanistes, c'est-à-dire risques nucléaires, les perturbateurs endocriniens, la question du nucléaire. Et les risques existentiels, c'est ce qui permet aujourd'hui de légitimer un droit des générations futures. Moi, dans l'humanisme que je développe, le renouvellement de l'humanisme que je développe dans mes travaux, c'est de dire, si aujourd'hui nous mettons en danger l'avenir, que ce soit l'intégrité de la planète ou l'intégrité de l'espèce humaine, notre responsabilité s'étend aussi loin que nos pouvoirs. Et c'est ça le droit des générations futures qui procède à cette extension temporelle qu'on va appliquer aux droits fondamentaux. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur le droit en mouvement. La spécificité du droit des générations futures, c'est de recourir à une épistémologie juridique dynamique. Le principe de précaution est un principe qui relève de cette épistémologie juridique dynamique, c'est-à-dire sans cesse renouvelée au gré de l'évolution des connaissances scientifiques. Et le droit des générations futures procède à un renversement de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne va plus convier le droit a posteriori, on va convier le droit en anticipation des risques existentiels et en accompagnement dynamique de l'évolution de ces risques existentiels. Alors, sur les droits fondamentaux, on a rédigé un chapitre où on a bien vu que finalement, cette interpellation des droits fondamentaux, elle est évidente. Et nos regards croisés font que, d'une part, les transhumanistes vont dire, effectivement, on va invoquer beaucoup la liberté. Certains proposent des projets politiques, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, pour faire bouger les lignes. Et puis, des juristes aussi vont poser des limites, vont poser la question des limites. Il y a des ruptures anthropologiques fondamentales, en fait, dans ces projets transhumanistes. Et ces ruptures anthropologiques sont tellement inimaginables qu'elles n'ont pas été anticipées. C'est tout le projet de notre recherche sur les droits fondamentaux. Pour ma part, je suis animée de l'impératif jonassien, le principe de responsabilité. Hans Jonas dit qu'il faut s'assurer que nous assurons à l'avenir une condition authentiquement humaine. Et le danger, c'est en définissant l'humanité, et c'est déjà ce que disait le professeur Mireille Delmas-Marty, c'est qu'en définissant, on risque d'exclure. D'ailleurs, le principe de dignité humaine, c'est le seul principe qui n'est pas défini avec certitude et circonscrit pour pas exclure de l'humanité. Et donc, il y a un paradoxe parce que on doit protéger une dimension ontologique dans un contexte d'évolution et de convergence des technologies, tout en voulant assurer une protection de l'intégrité de l'espèce humaine sans exclure de l'espèce humaine, alors qu'on doit faire face à une évolution qui vise à créer une nouvelle espèce humaine. Donc on voit qu'on plonge en pleine complexité. Les ruptures anthropologiques, je pense qu'elles sont assez évidentes. Ce serait une société comme on voit dans les science-fiction. Moi, j'étais assez saisie par une image à Dubaï. J'étais en voyage et une image, c'était une femme bionique qui se maquillait par la sexualisation des femmes bioniques. On voit beaucoup d'évolutions en ce moment, y compris dans la communication. Alors comment on a formulé notre chapitre sur les droits fondamentaux, en tout cas dans le rapport, parce que bien évidemment on l'a retravaillé, l'ouvrage est sous presse maintenant. On a d'abord dans un premier temps travaillé la littérature transhumaniste et on a analysé la déclaration transhumaniste qui a été révisée. Et en fait, les transhumanistes ont adopté une déclaration pour reconnaître des droits. Je vais juste rapidement les énoncer. L'affirmation de la foi dans la transformation de l'avenir de l'humanité. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a en fait cette foi qui est la foi du progrès, qui nous a menés aujourd'hui dans le mur au niveau considération environnementale. Cette foi aveugle dans un développement vertueux des technologies. Et donc, les transhumanistes pensent que dans les lignées
traditionnelle, la technologie va forcément tendre vers un avenir meilleur. Et ils ont conscience qu'il faut anticiper cette transformation de civilisation vers l'acceptabilité sociale, c'est l'article 2. Ils réaffirment également leur foi dans la transformation de l'avenir de l'humanité par les technologies, en disant que les technologies vont ouvrir de nouveaux horizons et qu'il vaut mieux les autoriser au lieu de les interdire. Il parle d'un droit moral à la propre augmentation, donc il parle d'un droit à la propre augmentation. J'ai le droit. Donc après mon TEDx, il y avait une personne qui était venue m'interpeller en me disant mais pourquoi êtes-vous si négative avec l'augmentation? Moi, je revendique un droit à l'augmentation, un droit individuel. Et c'est là où je vais revenir tout à l'heure sur l'approche complexe des droits fondamentaux entre le rapport entre l'individuel et le collectif. Il y a une condamnation préalable à tout ce qu'ils appellent la technophobie, c'est-à-dire tout ce qui est condamnation par anticipation de transformation. Les personnes qui auraient vocation à porter des limites éthiques, juridiques, sont déjà qualifiées de bioconservateurs. Et dans la terminologie, les mots ont aussi un pouvoir sur l'imaginaire. Je pense que la terminologie, elle est un peu négative, restrictive, alors qu'on peut très bien être animé d'un humanisme, une utopie qui fait œuvre de limites, c'est l'objet du droit. Ils appellent à une gouvernance responsabilisante, à un caractère apolitique du projet transhumaniste, et ils déclinent des droits fondamentaux à travers le caractère individualiste et libertaire, droit à l'augmentation, et voilà, donc c'est un nouveau projet de société qui va de pair avec les transformations de l'acceptabilité sociale. Il revendique également l'affectation des fonds de liberté et de recherche, d'enseignement et de recherche pour les ressorts et les projets transhumanistes, un projet aussi de droit à la vie privée et familiale transhumaniste. Donc tous les droits au final peuvent être éclairés de cette manière. Alors il y a des figures qui sont un peu controversées. En France, c'est Laurent Alexandre qui parle de ces projets-là. Et il y a des joutes, vous pouvez les voir sur les sites internet, notamment avec des environnementalistes. Et il dit des choses des fois un peu provocantes, de type vous ne demandez pas l'avis au chimpanzé lorsque vous allez faire une action, eh bien je ne vous demanderai pas votre avis. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est cette sémantique performative, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on ne vous demande pas votre avis et on est en train de faire et ça se fera. Alors, où est la réalité, où est la fiction? Toujours est-il que le droit des générations futures, il suppose de faire des exercices d'étirement des imaginaires juridiques, c'est-à-dire vraiment de s'autoriser à penser, comme dans la science-fiction, d'investir des mondes qui n'existent pas pour pouvoir anticiper ce à quoi nous tenons et garder une société telle que nous la souhaitons et que le droit ne soit pas passé débordé par ces projets-là. Donc c'est assez rapide, en 10 minutes tout cela, mais vous aurez compris qu'il y a une approche libertaire du droit à l'amélioration. Alors pour ma part, comme j'ai vraiment intégré ce paradigme de la finitude, le droit des générations futures tel que je le promeus dans mes travaux, c'est un droit de la finitude, à la fois au niveau des ressources planétaires, parce que c'est aussi ce qu'on appelle les limites planétaires. Rappelez-vous que cette fameuse citation, celui qui croit qu'un développement, une croissance infinie sur une planète aux ressources limitées est possible, est soit un économiste, soit un fou. Mais c'est l'un ou l'autre. Mais concrètement, ce n'est pas viable. Donc, il faut intégrer ce principe de finitude. Et les transhumanistes, ils sont au-delà de ce principe de finitude. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment une question de limite. Et l'autre question de limite, c'est la finitude de l'existence humaine. Et là, on rejoint aussi des savoirs ancestraux, les savoirs autochtones. Ils n'ont aucun problème avec la finitude de l'existence humaine. Au contraire, ils ont une forte conscience de rapport transgénérationnel. Et on aurait beaucoup à faire à éclairer l'éthique et la bioéthique et le droit. Donc c'est un projet que j'ai proposé aussi à l'IERDJ à travers cette approche transculturelle, avec des regards croisés avec les peuples autochtones. Parce que on se rend compte à quel point nous avons atteint un temps où on a besoin de décolonialiser, d'approcher une décolonialité des notions. Alors, pour les droits fondamentaux, tels que nous, on les a éclairés dans notre rapport ici, c'est de dire finalement on est face à un choc de civilisation. Ce sont deux grands récits utopiques au sens de utopies qui font avancer la société, qui sont complètement diamétralement opposés. De la valeur éthique qui va prévaloir à la base de ces droits fondamentaux, la dignité va découler un monde complètement différent. Alors,
au droit à l'augmentation individuelle, on peut opposer un ordre public, y compris transgénérationnel, d'un droit de la condition humaine, présent et futur. Et en fait, on se rend compte qu'il y aurait besoin peut-être de faire juguler ce transhumanisme par l'avènement de nouveaux droits et aussi de devoirs. Le droit des générations futures est un droit éminemment asymétrique, dans le sens où on doit anticiper des conséquences négatives sur la condition de l'humaine condition future. Et là, on aborde une question éminemment à penser dans la complexité. Je vous donne un exemple très concret. Dans le destin d'un seul être humain, pense à Lulu et Nana, dans le destin d'un seul être humain peut se jouer le destin de l'humanité. Le jour où on fait advenir des êtres humains clonés, des chimères, on aura par la seule conception transgressé un interdit fondateur. Et donc le droit des générations futures, il s'extrait de cette dichotomie entre droit individuel et droit collectif. Souvent, les juristes qui sont spécialisés en droit de l'homme analysent plusieurs générations de droits fondamentaux et vont dire, bon, il y a des droits individuels, civils et politiques, et il y a des droits collectifs, sociaux et culturels. Là, quand on est sur le terrain de la condition humaine future, et c'est aussi valable pour l'environnement, c'est à la fois des droits individuels d'ici et maintenant, à la fois des droits collectifs d'ici et maintenant, à la fois des droits individuels transgénérationnels et des droits collectifs transgénérationnels. Donc il y a la complexité qui vient se loger au cœur des droits fondamentaux. Se pose la question du principe de non-discrimination. Est-ce que le projet et il y a pluralité de projets, est-ce que le principe de non-discrimination par lui-même immédiatement transgressé ou pas? Est-ce que la dignité humaine existe encore si on fait advenir une nouvelle espèce humaine? Est-ce qu'on a encore une liberté de penser si on nous met des artefacts au niveau du cerveau, avec tous les risques du piratage que cela ouvre également? Est-ce qu'on a encore un droit à la vie saine si on est dans une société complètement modifiée à l'ère du transhumanisme? Donc, on voit des nouveaux droits aussi qui sont invoqués, comme le droit à accéder à Internet. Et tout cela fait système, les droits fondamentaux, avec le chapitre de la souveraineté. Vraiment, on vous a laissé des exemplaires. Le chapitre de la souveraineté, notamment co-rédigé avec Marie-Angèle Hermite et Gabriel Dort, qui est juste passionnant, où on questionne vraiment et ils mettent en évidence à quel point les géants du numérique ont acquis le pouvoir sur les pouvoirs régaliens traditionnels de l'État. La monnaie, la justice, une emprise aussi technologique sur notre identité, notre vie privée, par l'emprise technologique. Et la recherche et la quête de nouveaux territoires pour justement être dans un autre univers. Quand j'étais en Polynésie française, le hasard a fait que j'ai été logée dans un endroit où, avant moi, une personne avait un projet transhumaniste. Et donc le projet, c'était de créer une île artificielle où il y aurait leurs propres règles de droit. Et donc on voit bien cet esprit libertaire qui est revendiqué. Donc on est enchanté de vous présenter ces notions. J'espère qu'on n'est pas allé trop vite, qu'on vous a bien expliqué les multiples visages. Je pense que les regards croisés sont essentiels. Et puis, on vous parlera des issues aussi après le débat, ce qu'on a fait après avec Amandine, parce que c'est l'acte 2 sur 5 ou 6 actes que l'on a réalisé ensemble. Merci beaucoup. Et donc on va achever cette séance avec la réaction de Pierre Delmas-Goyon avant de donner la parole à la salle et voir avec vous si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Donc Pierre, je vous laisse réagir sur cette notion donc, de droits fondamentaux au regard du transhumanisme. Merci Sonia. A priori c'est facile, moi je me sens très à l'aise. Tous les droits fondamentaux, depuis la première année de droit, vous pensez les droits fondamentaux. Alors effectivement, Émilie nous dit autonomie, liberté. Ouais, mais moi je vais lui opposer égalité, solidarité. Et avec tout ça, je vais réussir à contrebalancer. Ça va aller. Ça va aller comment? Parce qu'en réalité, en première année de droit, c'est facile. Mais après, plus on se heurte aux réalités, plus on s'aperçoit que c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que les droits fondamentaux, c'est pas simple. Les droits fondamentaux, ils se contredisent, c'est beaucoup dire. Ils entrent en tension souvent les uns avec les autres. Voilà. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le transhumanisme, mais qui relevait de la compétence de la Chambre à laquelle je participais à la Cour de cassation.
On s'est trouvé avec un intéressant arrêt à rendre sur l'affaire Bettencourt et la propriété du droit à la vie privée en matière de divulgation d'un certain nombre de choses. C'était un petit peu des confidences volées chez elle, etc. Très bien. On a des droits individuels d'une personne qui est chez elle, qui n'a absolument consenti à rien, et de l'autre, on a un droit à l'information. Il faut bien arbitrer entre des droits fondamentaux, personne ne contestant que ces droits sont fondamentaux. Oui, mais c'est Madame Bettencourt, c'est pas Madame Michu, que personne ne connaît, qui est chez elle, auquel cas, là, on aurait certainement fait prévaloir sa vie privée et on aurait estimé que la méthode n'était pas acceptable. Oui, mais là, encore une fois, c'est Madame Bettencourt et le droit à l'information prend du coup un relief plus important. Et donc, en réalité, la décision rendue n'est pas la même. Et c'est vrai que tout ceci pour illustrer une vérité que les juristes connaissent bien, c'est que les droits fondamentaux, il faut les combiner entre eux, et que, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, admet parfaitement qu'on puisse porter une atteinte la plus légère possible à l'un de ces droits, lorsque c'est la condition absolument nécessaire pour éviter qu'une atteinte plus grave ne soit portée à un autre de ces droits. Autrement dit, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux, on ne dit pas il y a le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et puis le deuxième doit respecter le premier, etc. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, Émilie a parlé de la dignité, qui n'est pas vraiment un droit fondamental, mais qui est un peu, alors c'est chez Mireille Delmas-Marty a beaucoup parlé de tout cela, comme étant une sorte de chapeau qui transcende l'ensemble et qui est une sorte de guide, une sorte de ligne de conduite à travers laquelle on peut lire un petit peu tout ça pour en tirer des lignes de conduite. C'est extrêmement intéressant. Enfin, Mireille Delmas-Marty disait souvent des choses très intéressantes, mais c'est vrai. Mais en attendant, on a quand même toujours, en matière de droits fondamentaux, cette approche qui est contextualisée et comparative. Et c'est ça qui me gêne, du coup, parce qu'on va retrouver un peu la même difficulté que celle qu'on avait tout à l'heure sur la notion de personne. C'est-à-dire que si je dois fixer des limites, si le droit doit fixer des limites, encore faut-il qu'il s'appuie sur une réhabilité stable et non pas fuyante ou fluctuante. Et on va retrouver un petit peu cette même difficulté. C'est ça qui est vraiment complexe. Alors, le droit des générations futures, ça peut être un critère. On peut se dire effectivement, nous n'avons le droit de rien faire qui mette en péril. Bon, d'accord. Et après, je veux dire, c'est compliqué parce que nous avons des gens qui estiment que la technique crée des problèmes, mais les optimistes vous diront que la technique trouvera toujours des solutions aux problèmes qu'elle crée. Vous avez simplement un décalage temporel. Il y en a d'autres qui disent malheureux, mais non, vous ne vous rendez pas compte. Bon. Il suffit d'aller voir les tapisseries de l'Apocalypse à Angers, version moderne, je dirais, pour s'apercevoir que lorsque l'ère atomique, l'irruption de l'ère atomique a fait planer chez beaucoup la certitude que l'humanité avait franchi un pas qui la briserait. Enfin voilà, certains ne le pensent pas du tout. En réalité, on est là encore une fois dans des récits différents, c'est vrai. Et on est dans une sorte de choc des valeurs dont il est difficile de tirer quelque chose. Alors, j'entends bien ce qu'on nous cite, Jonas, ce principe de précaution, il est évidemment tout à fait nécessaire et utile. Mais il s'arrête où? Si on estime qu'il y a le moindre risque, on ne sait pas comment ça va se passer, mais je ne peux pas exclure totalement qu'il puisse y avoir le moindre risque, on ferme la porte à l'avenir, on ferme tout, on verrouille tout. C'est ça là. Or, si ça n'est pas ça, si j'entrouvre la porte, jusqu'où je l'ouvre, je suis toujours encore une fois dans quelque chose qui est assez compliqué à mesurer. C'est toute la difficulté, quelque chose qui est difficile à mesurer. Et encore une fois, au fur et à mesure que le temps passe, la perception ne sera pas la même et les limites que je vais fixer vont elles aussi évoluer avec le temps. On est tout le temps un peu dans cette difficulté. Alors pour l'instant, quand on avait travaillé sur la dernière loi de bioéthique, il y avait une chose qui nous paraissait très intéressante dans les modifications génétiques. Vous en parlez évidemment dans votre rapport, bien entendu. Il y a celles qui sont limitées à la personne, c'est-à-dire je fais quelque chose qui en gros va me faire du bien selon mon appréciation. Bon, si après tout je me trompe, ça me regarde. En revanche, si ça se transmet à ma descendance, là ça devient une autre question, parce que si je l'admets pour l'un, je l'admets pour les autres, enfin il n'y a pas de raison. Et si on arrive ainsi à cette chaîne
qui va vraiment jouer sur l'avenir de l'espèce humaine, j'ai d'autres enjeux qui dépassent celui qui, à un moment donné, veut mettre en place une modification génétique qui lui paraît favorable. C'est un vrai débat. On l'a vécu, on a eu un débat tout à fait étonnant alors avec un ancien directeur du musée là où il y a au Jardin des Plantes. Non, au Jardin des Plantes. Voilà, les sciences naturelles. Il nous avait, à titre d'illustration, il nous avait parlé du moustique et du problème du paludisme. C'est assez intéressant d'envisager une modification génétique du moustique pour qu'il ne transmette plus le paludisme. Ça a été expérimenté à Hawaï. C'est intéressant, parce qu'effectivement, on se dit, ah ben dis donc, il y a tellement de gens. Oui, mais si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a le risque qu'il existe quelque chose qui prenne la place et qui soit pire que ce que l'on a voulu traiter? C'est-à-dire qu'on a sans arrêt ce rebond de toutes les questions qui se posent, et à l'infini, on est sujet à des interrogations qu'en réalité on ne peut pas résoudre, notamment à cause de ces décalages temporels entre la décision maintenant, ou ce à quoi on veut, et les chaînes de possibilités futures qui sont quasi infinies et auxquelles on ne peut pas, nous, trouver de solution. Autrement dit, est-ce qu'il faut s'en tenir à un « j'arrête tout », aucune évolution n'est possible? Ou est-ce qu'il faut dire on n'en sait rien et par conséquent il faut qu'on admette ce qui au moment où nous l'admettons ne paraît pas avoir des conséquences de manière tangible, dangereuse pour l'humanité? Oui, mais on voit bien que dans tous ces adjectifs, il y a là des questions d'appréciation qui ne seront pas lues de la même manière par les uns et par les autres. Enfin, c'est quand même un véritable problème. Alors, j'ai entendu dans la bouche d'Émilie, je crois tout à l'heure, le mot de condition humaine. Alors ça me plaît bien parce que ça a un côté aussi un peu littéraire, philosophique, ça me plaît bien. Puis condition de l'homme moderne, enfin bon, ça nous ramène à Arendt, c'est quand même quelque chose. Bref, tout ça, ça me plaît bien. Mais, alors, préservons la condition humaine. Ça ne plaît pas du tout à un transhumaniste. Du tout, déjà. Bon, mais après tous les transhumanistes, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec eux. Moi, si je dis que c'est quoi la condition humaine? C'est-à-dire que si je veux préserver l'avenir de l'espèce humaine, ses capacités d'existence même, d'accord, c'est le minimum. Mais après, préserver l'avenir de l'espèce humaine, c'est-à-dire préserver ce qui, pour moi, correspond, mettons sa dignité, mettons ce qui fait qu'elle est pleinement elle-même, qu'elle me paraît enviable quelque part, parce qu'en fait, ça revient un peu à ça. On va se mettre d'accord là-dessus. On va se mettre d'accord, et puis on est dans un monde qui évolue d'une manière... Il n'a jamais évolué aussi vite qu'il n'évolue en ce moment, notre monde. Je suis capable, moi, de dire dans 300, 500 ans, 1000 ans... je suis capable de dire ce que l'espèce humaine voudra être. Je suis capable de la préserver maintenant selon mes critères à moi, qui lui paraîtront à l'espèce, à l'époque, je veux dire, aussi étranges que peuvent me paraître les valeurs défendues il y a 1000 ou 2000 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. On est encore une fois sur un terrain qui est très compliqué. Alors, je pense que, à vrai dire, c'est un petit peu ce que je pense. Il y a certains interdits qui, effectivement, peuvent paraître menacer directement la survie de l'espèce, mais ils sont assez rares, si on y réfléchit bien. Après, moi, ce qui me paraît essentiel, parce que j'ai de conscience que tout ce que je vous dis est assez pessimiste, finalement, par rapport au rôle du droit. Je crois que ce qui est essentiel, c'est le débat. C'est-à-dire que je crois que dès qu'on est dans un endroit, dans un monde, dès qu'on est où des gens prennent une décision sans se soumettre à la libre critique, sans se soumettre au débat, surtout quand il s'agit de l'avenir de l'espèce humaine, d'abord, c'est pas honnête, c'est pas admissible sur le plan éthique, et c'est très dangereux. Je pense qu'après, il n'y a pas de meilleure garantie que la possibilité d'un débat généralisé en faisant en sorte que, autant qu'on le puisse, chacun soit conscient des enjeux, ce qui n'est pas simple. Votre travail y contribue, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, mais je crois que c'est vraiment essentiel. Le débat est absolument nécessaire pour que on n'arrive pas à ce que nous dit une de nos membres de
notre comité d'éthique. J'avoue que j'ai oublié, je suis désolé, le nom de celui qui a inventé cette loi. Elle nous dit n'oubliez pas qu'il y a une loi selon laquelle tout ce qui est possible sera réalisé. Je ne sais plus qui est l'auteur de cette loi. Et là, ça fait peur. Est-ce que tout ce qui est possible sera réalisé ou pas? Est-ce qu'on peut faire la différence entre le possible et le souhaitable? Sur le plan éthique, c'est toute la question. Différencier le possible du souhaitable. On revient à ce que disait Hannah Arendt. Il faut que le savoir et le pouvoir restent liés. Merci beaucoup et merci à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le débat à la salle et aux questions. Et alors je profite de l'avantage que j'ai, qui consiste à avoir le micro en main, mais en même temps, ça vous permet de penser aux questions que vous souhaiteriez poser. J'en pose deux. La première n'est pas juridique, et vous avez beaucoup utilisé le mot, les uns et les autres d'ailleurs, dans vos interventions, imaginaire. J'ai beaucoup aimé votre expression, les exercices d'étirement de l'imaginaire juridique. Et vous avez évoqué aussi les uns et les autres, ou fait référence à des œuvres cinématographiques, littéraires. Et donc, Émilie, vous avez notamment évoqué l'imaginaire des transhumanistes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cet imaginaire, notamment en littérature, en science-fiction, etc. Et je pense qu'on avait tous, par exemple, des images de séries en vous écoutant. Pour ma part, par exemple, Real Humans, évidemment, pour les robots humains, ou Sweet Tooth pour les chimères. Voilà, quel est l'imaginaire des transhumanistes? Et puis, une deuxième question qui est là un peu plus juridique, ou de sociologie juridique. Sur le droit des générations futures, c'est une notion qui est, je ne vous la prendrai pas, extrêmement fertile, notamment puisque nous sommes l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, qui est fertile notamment parce que une partie de la société civile s'en empare pour faire des actions en justice, et interpelle le juge sur ce fondement. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, les transhumanistes se saisissent aussi du droit pour interroger le juge, ou est-ce que d'autres personnes de la société civile, craignant des évolutions transhumanistes, ont, à un moment ou à un autre, choisi de saisir la justice? Voilà pour les deux premières questions, et ensuite je donnerai la parole à la salle. Je vais juste répondre d'abord sur les imaginaires et puis je laisserai Émilie répondre sur la génération future qui est davantage son domaine de recherche que le mien. Alors effectivement, sur les imaginaires, c'est une question qu'on leur a posée à tous et très clairement, leur réponse quasi unanime, c'est effectivement un goût dès le plus jeune âge pour tout ce qui a trait à la science-fiction et qui ensuite effectivement les a amenés à s'intéresser à ces questions. Souvent aussi un goût important pour tout ce qui est informatique. Donc avec justement après toutes ces idées de convergence homme-machine qui donc effectivement pour eux semblent naturelles. Et c'est d'ailleurs un bon clin d'œil que vous ayez cité HAL, parce que vraiment le film qui revient tout le temps, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est clairement le film transhumaniste par excellence. Voilà. Donc je laisse Émilie répondre sur les droits des générations futures. Merci. Alors, sur les actions en justice, effectivement, c'est mon dernier ouvrage, Legal Actions for Future Generations, et aussi la fin de ma thèse où j'annonce les multiples voies et fondements d'action en justice au nom des générations futures. Alors, ce qu'on a remarqué dans cette recherche de terrain, c'est que cette conscience que le droit peut être une limite, elle est évidente dans les projets transhumanistes. Il y a cette idée de revendiquer un droit à l'augmentation. Pour l'instant, ce n'est pas encore venu. Ce qu'on a vu, c'était donc avec José Cordero en Espagne et toute son équipe. C'est une déclaration politique pour vraiment avoir un encadrement politique de leurs revendications. On est plutôt dans l'antichambre encore. Mais un jour viendra certainement où la confrontation des récits va certainement se faire en justice et à l'heure de la globalisation. Et on le sait bien, pour poser des interdits fondateurs dans des lois bioéthiques qui sont renouvelées tous les 5 ans déjà à l'échelle du droit national, ça pose question. Puisqu'on essaye d'éviter, je fais un clin d'œil à François Evald, l'impardonnable, l'imprescriptible, l'inacceptable, etc., l'inoubliable. Et à l'heure de la globalisation, on sait bien que toutes ces règles, quelque part, on peut avoir une approche pessimiste. Il y a un besoin un peu, on n'a pas d'État mondialisé,
on n'a pas encore une autorité supérieure, et peut-être encore heureux. Mais le danger, c'est que quelque part, les limites soient dépassées. Et qu'on ait des incidences en cascade sur notre vivre ensemble et sur nos droits fondamentaux. Moi, ce qui me pose question, c'est vraiment, souvent quand on parle, et je cite Kelly Pekar, de faillite de l'État à promouvoir et à défendre nos droits fondamentaux, c'est quand on étudie la justice transitionnelle, c'est-à-dire en cas d'apartheid, donc j'ai vécu en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Du temps aussi en cas de dictature. Ce sont ces cas-là qu'on a dans l'imaginaire politique et juridique de défaillance des droits fondamentaux. C'est violent, c'est un moment, et ça marque l'histoire de manière transgénérationnelle. Il n'y a qu'à aller au musée de la mémoire au Chili à Santiago. Par contre, nous, ce que l'on voit et ce qu'on a mis en évidence et ce que nos collègues ont remarquablement mis en évidence dans leur chapitre sur la souveraineté, c'est qu'on est entré dans une ère où les États ont failli dans la protection de nos droits fondamentaux de manière silencieuse. La justice est emparée par Facebook. Les contrats, on cède nos droits d'auteur lorsqu'on fait des Google Docs. Ils ont plus de pouvoir que certains États au niveau économique. Les proportions de développement sont plus accélérées. Regardez lorsque Twitter a interdit à Trump l'accès au compte Twitter, excusez-moi, il y a une emprise technologique sur notre vie numérique mondialisée. Et donc, il y a vraiment là quelque chose de silencieux qui s'est joué. Je pense que les États ont été déjà pris de court dans la défense de nos droits fondamentaux, dans cette grande accélération de notre société à l'ère du numérique. Et l'une des limites, je pense, donc pour faire le contrepoids à ce droit à l'augmentation, les peuples autochtones ne se sont pas encore emparés de ce sujet-là, mais je pense qu'il est temps vraiment de questionner nos propres certitudes dans notre rapport au monde grâce aux approches des peuples autochtones. Moi, ça m'a complètement transformée, ne serait-ce que de se dire cette séparation entre nature et culture d'Escola, mais honnêtement, quelle arrogance! Une espèce sur toute cette planète qui en supporte tellement de millions, on ne connaît que 5% de la vie des océans. On dit il y a nous et puis il y a ce qui nous entoure. De dialogue interculturel avec les peuples autochtones nous remet aussi dans notre condition humaine, nous enrichit et aussi va un peu questionner nos certitudes. Et ça peut être une très grande source d'enrichissement aussi de nos catégories juridiques et aussi en questionnant la notion de propriété. Parce que les grands enjeux existentiels dans le climat posent des questions sur la notion de propriété. Merci beaucoup. Juste en complément, il n'y a effectivement pour l'instant pas d'action en justice, en tout cas en France, faite par des transhumanistes pour reconnaître leurs droits. En revanche, indéniablement, il y a quand même un rôle d'influenceur, du moins de tentative d'influence, après qui est retenu ou pas. Par exemple, notamment à chaque fois qu'on a des projets de réforme de bioéthique, l'Association française transhumaniste participe aux réflexions et essaie bien entendu de faire avancer les idées transhumanistes. Donc après, c'est plus ou moins... ça réussit plus ou moins, mais il y a une tentative dans l'antichambre, donc c'est effectivement plutôt silencieux du coup pour le grand public, mais bien entendu ça existe de manière évidente. Oui, je voulais revenir un peu, c'est ce qu'a dit Émilie qui m'y fait songer. On a un problème à propos de l'incertitude, qui est quand même un grand risque que l'on a pour savoir si on accepte certaines choses ou pas. Avec l'intelligence artificielle, c'est que maintenant on ne sait pas comment elle fonctionne. C'est ça le vrai problème. Bon, moi j'étais rapporteur d'un rapport sur les données massives en santé au sein du comité d'éthique. Donc on a étudié évidemment l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, fait qu'on ne sait pas comment fait la machine. Qu'elle n'est pas programmée pour faire telle chose de telle manière. Maintenant on lui dit voilà ce qu'il faut faire. Et la machine se débrouille elle-même. Alors pour être concret, pour être plus simple, le meilleur exemple, ce sont les échecs. En 1998, Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, qui était en plus pas du tout le premier venu, c'était vraiment un homme de très grande qualité, se heurte à Deep Blue, un ordinateur programmé par je ne sais plus quelle était la boîte. C'est IBM, c'est ça. IBM qui avait conçu une machine d'une puissance énorme et à qui on avait appris tout ce que l'on savait sur les échecs, tout ce que l'on pouvait savoir. Et la machine a gagné. C'était la première fois qu'un ordinateur... Maintenant, c'est fini ça.
Maintenant, un ordinateur moderne, on lui explique les règles du jeu d'échecs. Voilà, c'est tout. On lui dit les règles, c'est tout ce qu'on lui dit. À partir de ce moment-là, à raison de plusieurs centaines de millions d'opérations à la seconde, il teste tout, même le plus bête. Il élimine ce qui ne va pas. Vous imaginez, au bout de 6 mois en continu, 24 heures sur 24, où il en est, il bat le champion du monde sans aucun problème. Et c'est ça qui est intéressant. Là, on voit maintenant apparaître dans la littérature échiquéenne des coups que l'humain n'avait jamais. L'ordinateur a trouvé des choses, parce que bon, c'est comme ça, que l'humain n'avait pas trouvé. Donc ça pose des problèmes redoutables. C'est-à-dire que si, alors la responsabilité, puisqu'Amandine, si à un moment donné j'ai une intelligence artificielle qui met en place quelque chose qui marche, mais que on ne sait pas comment. Imaginons qu'ensuite il y a un effet pervers quelque part, personne ne sait dire d'où ça vient. Est-ce qu'il doit rester une maîtrise humaine sur le processus? Est-ce que l'homme doit être capable de continuer à rendre compte du processus qu'il a mis en œuvre alors que lui-même n'en est évidemment pas capable? C'est-à-dire que il est totalement impossible d'avancer, je dirais, de la manière dont procède un ordinateur. C'est hors de notre portée, totalement. Voilà. Donc ça, c'est quand même, sur le plan de l'incertitude, très important. L'appel à l'imaginaire, à la littérature, je veux quand même rendre un petit hommage à Isaac Asimov, que la plupart connaissent, j'imagine, qui quand même a écrit ses bouquins il y a une 60aine d'années. Bon, moi, je tiens fondation pour le plus grand livre de science-fiction que j'ai jamais lu, mais il intéresse moins notre sujet. En revanche, il a fait une série qui s'appelait Les robots, donc dans lequel il y avait notamment la charte éthique des robots, dont il a été beaucoup question il y a 2 ou 3 ans. C'est devenu à la mode, puis maintenant c'est reparti. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce... Et parmi les grands principes de la charte éthique des robots, il y avait ne pas nuire à l'humain. Voilà. Merci. Je donne peut-être la parole à la salle. Certains d'entre vous souhaitent-ils interroger l'un ou l'autre de nos intervenants? Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions vraiment passionnantes. J'ai 2 questions. La première, c'est que j'ai cru comprendre à la lecture du rapport et d'après ce que vous avez dit aujourd'hui, que pour l'instant, il y a plusieurs transhumanismes qui ne sont pas structurés, ni fédérés, et qu'on assiste finalement à quelque chose qui se développe, mais un peu en îlot et de façon éparse. Est-ce qu'il y a des tentatives ou en tout cas des propositions pour essayer de faire évoluer ça vers quelque chose de plus, vers un mouvement plus structuré ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous paraît important, les évolutions qui vous paraissent importantes au regard de votre recherche sur la dernière loi bioéthique du 2 août 2021. Vous l'avez évoqué, me semble-t-il. Mais voilà, qu'est-ce qui, dans ce texte, fait qu'il y a des avancées particulières, enfin en tout cas des évolutions, sans connotation péjorative ou autre, qui vous paraissent significatives? Merci. Alors, sur la structuration du mouvement, il y a quand même un essai, un effort d'unification, effectivement, de structuration par les militants transhumanistes, puisqu'il y a une association mondiale transhumaniste. Donc oui, il y a quand même un effort pour justement, bien sûr, unir les forces et donc tenter de pouvoir diffuser de la manière la plus efficace possible les idées transhumanistes. Donc ça, oui. En revanche, ça ne concerne donc effectivement que les militants transhumanistes qui, quand on creuse bien, en réalité sont assez peu nombreux dans le monde et assez peu nombreux en France. Aussi vraiment des personnes qui se revendiquent clairement militants transhumanistes. Donc nous, ce qui nous a semblé intéressant dans notre projet, justement, c'est au-delà de ces personnes très visibles mais peu nombreuses, c'est de dire, mais en fait le transhumanisme c'est pas que ça, parce que si c'était que ça, finalement, est-ce que ça mériterait vraiment qu'on s'y intéresse alors qu'ils sont si peu nombreux? En réalité, il y a véritablement déjà, c'était ça nous l'idée, des réalisations transhumanistes, finalement là pour le coup assez nombreuses, même si elles sont du coup assez souvent silencieuses. Et c'est ça qui fait que
on a eu l'impression qu'il y a quand même un mouvement, un vrai mouvement, donc effectivement technophile, hein, ça s'inscrit dans cette idée, qui va quand même vers une acceptabilité sociale, j'insiste, des idées transhumanistes et des réalisations transhumanistes petit à petit. Et c'est sur ça qu'on s'est dit qu'il fallait, alors effectivement, sans apporter de véritables solutions clés en main, on est bien d'accord, mais au moins éclairer et s'interroger, et c'est ça, lancer le débat et se dire qu'il faut, alors heureusement c'est maintenant de plus en plus le cas, mais que les juristes notamment s'intéressent vraiment et prennent en fait au sérieux ce sujet d'étude qui est un vrai objet de recherche, comme l'a dit Émilie, alors qu'on a pu avoir tendance, c'est vrai, chez les juristes particulièrement, à se dire que ça n'était pas un vrai sujet de travail. Et donc pour l'instant, enfin, au début, quand nous on a commencé nos travaux, c'était surtout des philosophes, des sociologues qui s'y intéressaient, très peu de juristes. Donc là, ça commence effectivement maintenant de plus en plus. Et donc l'idée, c'est ça, nous, c'était d'insister sur vraiment l'importance, l'influence de ces idées et réalisations sur les grandes notions. Donc voir, vraiment, ça va tout changer si jamais ça advenait. Et donc après, ne pas forcément prendre position. Alors, on l'a forcément un peu pris position en fonction de nos propres opinions. Voilà, Émilie forcément défend une conception particulière du droit des générations futures. Elle ne va pas renier sa façon de voir les choses. Moi, effectivement, je pense qu'il pourrait y avoir une propriété du corps humain avec des visions très particulières de la propriété que j'ai tenté d'exposer dans le rapport. Mais au-delà de ces avis personnels, on va dire, c'était de montrer que le droit doit se saisir de la question et aussi de montrer, on a tenté de le faire quand même le mieux possible, de manière objective, que le droit peut aussi bien accompagner qu'au contraire limiter, voire bloquer les idées et réalisations transhumanistes. En fait, en gros, tout est possible avec le droit. Mais effectivement, ça va dépendre, donc effectivement pas du tout de nous, ni même des juristes en général, mais d'un vrai choix de civilisation et de société, on l'a dit, puisque ce sont effectivement deux imaginaires différents. Est-ce qu'on s'inscrit dans un imaginaire qui est quand même encore souvent le nôtre, qui est de dire il y a une nature humaine immuable et sacrée, et dans ce cas-là, il faut tout bloquer, ou en tout cas poser des sérieuses limites, ou est-ce qu'au contraire, comme le disent les transhumanistes, mais non, depuis toujours, l'homme, il est là, il évolue en permanence, il augmente, c'est ça la nature humaine. La nature humaine, c'est de en permanence évoluer jusqu'à peut-être un post-humain. Et dans ce cas-là, au contraire, on devrait peut-être accompagner les idées, réalisations transhumanistes. Donc voilà, donc c'était ça vraiment l'objet de notre recherche. Et donc après oui, sur les lois bioéthiques, alors en fait il y a essentiellement deux aspects. Donc l'aspect plus effectivement sociétal, ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, qui ne change rien, on va dire en pratique sur la PMA, enfin sur la méthode PMA, mais qui change quand même la façon de concevoir la PMA. Initialement, vous le savez, en 1994, la PMA c'est quelque chose de thérapeutique. Couple homme-femme en âge de procréer avec un critère d'infertilité. Aujourd'hui, mais c'est parfaitement accepté par la majorité de la société, hein, c'est pour ça que ça a été admis, c'est plutôt un projet parental d'une personne seule, de couples homosexuels, avec, voilà, donc il y a plus, ça n'est plus simplement pallier à ce que la nature aurait dû permettre, c'est aller au-delà de ce que la nature pourrait permettre, parce qu'on considère que, voilà, pour différentes raisons, la société est prête à cela. Donc c'est vrai, c'est une demande sociétale et plus une thérapeutique. Donc ça va quand même dans l'idée médecine améliorative et plus seulement médecine thérapeutique. Et puis l'autre gros pan, on l'a évoqué, c'est tout ce qui est recherche sur l'embryon, avec effectivement ces embryons transgéniques et chimériques, hein, qui jusque-là étaient quand même totalement interdits. Là, on franchit quand même une limite, on ouvre un peu la porte. Donc effectivement, l'idée n'est pas ensuite de faire naître ces embryons transgéniques, hein, on est bien d'accord, mais quand même, on ouvre une petite porte. Merci beaucoup, je laisse la parole, Pierre. Oui, non, juste pour réagir un tout petit peu sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. C'est vrai que ça a été un débat important pour nous. C'est vrai qu'on a continué à mettre une limite très forte sur la GPA, parce que là, on part du principe qu'il y a l'instrumentalisation, il y a quelqu'un qui est quelque part instrumentalisé, et ça, sur le plan de la dignité humaine, c'est très différent, ce qu'on ne voit évidemment pas dans Mais c'est vrai, je voulais dire simplement une chose, quand on s'est interrogé sur la PMA pour les femmes seules, je ne parle pas des couples de femmes, c'est différent, mais pour les femmes seules, ce qu'on avait en tête, moi le premier, on se disait, bon, on va voir arriver des femmes ayant atteint l'âge de 35 ans à peu près, qui ont une véritable envie de maternité, qui voient l'horloge biologique menacer sérieusement de faire baisser la fertilité à partir de 35 ans, qui ne sont pas pour l'instant avec un partenaire évident pour... voilà, on imaginait ce genre de choses. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je suis quand même très frappé de voir que
les personnes au sein du CCNE qui sont des médecins, des spécialistes de ces questions-là nous disent, on est quand même interpellé, c'est pas évidemment la majorité, mais on a quand même quelques personnes très jeunes qui viennent, extrêmement jeunes, c'est-à-dire qui limite même pour certaines, n'ont eu aucune vie personnelle et affective. Et là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en route dans l'imaginaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a voulu favoriser? Enfin, la question change un peu de nature. Et à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, je le prends comme exemple, on se heurte toujours un petit peu à ça. Entre l'instrument, si j'ose dire, et l'usage qui en est fait, on est parfois dérouté, quoi. C'est très, très dérangeant. Alors, je regarde l'heure parce que je suis la maîtresse de l'horloge et je vais peut-être, s'il reste une question, une ou deux questions dans la salle, on vous donne la parole et sinon on clôturera. Bien, alors ça c'est parfait, on va finir à l'heure. On va finir à l'heure. Je vais peut-être juste donner la parole à Émilie pour qu'elle nous dise quels sont les développements et notamment sur cet ouvrage. Merci beaucoup. Je repensais que j'ai oublié de parler des neurodroits, des nouveaux droits qu'il fallait développer. C'est immensément riche. Alors, merci de nous donner l'occasion de parler des pistes de réflexion. Donc, quand on a terminé notre rapport, on s'est dit qu'il fallait continuer cette question du transhumanisme à médecine améliorative. Et on a fait une trilogie dans le cadre de la chaire d'excellence CNRS Normandie pour la paix, dont je suis coordinatrice générale, et Amandine avec Bénédicte Bévière-Boyer et moi, on anime la ligne bioéthique biodroit. Donc il y a une trilogie: transhumanisme à l'ère de la médecine améliorative, le colloque a eu lieu, les actions sous presse; transanimalisme, qui est une approche utilitariste à l'aide de modifications génétiques des animaux, qui fait émerger cette notion de transanimalisme, également colloque déjà réalisé à l'international, en ligne, dont un ouvrage sortira, et le troisième que l'on annonce, qui est Transterre, donc ça fait transhumanisme, la médecine améliorative, transanimalisme, Transterre, qui là va parler de la géo-ingénierie. Et j'ai eu le plaisir d'apprendre récemment que le rapporteur spécial à l'ONU, qui vient juste d'être nommé sur droits de l'homme et climat, va consacrer un rapport sur la géo-ingénierie. Donc on s'est dit qu'en fait ce sont les mêmes logiques, les mêmes imaginaires, les mêmes approches utilitaristes appliquées à l'humain, appliquées aux animaux, appliquées à la planète et à ces grands équilibres qui étaient à l'œuvre et qu'il fallait identifier, et qui à mon sens est clairement une approche un raisonnement colonialiste en fait, de l'approche occidentale du droit. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette approche-là. Notre ouvrage sur les grandes notions du droit à l'aune du transhumanisme est sous presse. Donc en fait, quand on a terminé ce rapport, on s'est dit vraiment il y a quelque chose de très beau qu'on n'a pas poussé jusqu'on voulait. Et l'ouvrage est vraiment magnifique. On est vraiment très très fiers avec Amandine et on remercie tous nos collègues. On a invité d'autres collègues à rejoindre l'aventure parce qu'on tient à cette aventure collective, en fait, cette recherche collective qui, je pense, n'est pas encore trop mise en avant. Je trouve en France assez quelles sont mes publications, qu'est-ce que j'ai fait, et nous on voulait. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut atteindre si on raisonne de manière collective. Et c'est vraiment le grand plaisir qu'on avait à animer ces différentes recherches. Voilà pour la suite. Merci beaucoup. Donc, il me reste à vous remercier très chaleureusement les unes, et également Pierre Delmas-Goyon comme grand témoin et praticien de votre présence. Je tenais à dire que finalement, vous avez beaucoup dit qu'il s'agissait d'un objet de recherche à prendre au sérieux. Et on est au cœur là de l'ADN de l'Institut qui a à cœur de promouvoir des recherches, et notamment des recherches prospectives. Lorsque, il y a quelques années, l'IHEJ a commencé à réfléchir sur le numérique et la justice, ça semblait très étrange et pas très concret. Et pour autant, aujourd'hui, ça semble une évidence. Et votre recherche, c'est très certainement une recherche qui... ça sera certainement sur cette lignée. Donc nous vous donnons rendez-vous le 24 janvier pour une prochaine édition de notre nouveau format, et le débat portera sur les attentes de justice de la part du citoyen. Merci à vous.